Mesdames et messieurs, bonsoir. La sécurité des personnes et des biens occupe une place prépondérante dans le programme d'action du gouvernement. En 2016, le président Patrice Talon promettait un nouveau départ. Son programme a suscité beaucoup d'enthousiasme. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement en dit beaucoup sur le système de gouvernance voulu par le président Patrice Talon. Travailleur acharné et méticuleux, il attend le même investissement de la part de ses ministres et collaborateurs. 4 ans après, que devient le secteur de la défense nationale? Réponse ce soir avec le ministre fortuné Alain Nouati, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Monsieur les journalistes, bonsoir. Pour conduire cette émission avec moi, en plateau, Christian Adalidjan de Canal 3 Bénin. Bonsoir Christian. Ricardo Loïc Pécou, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Avant de nous permettre d'apprécier les réformes engagées, les actions entreprises, les moyens dont dispose notre armée aujourd'hui, nous allons repartir un peu dans le temps. En 2016, quel était l'état des lieux au niveau de votre département, le secteur de la défense nationale? Bien. En 2016, son Excellence M. Patrice Talon disait dans son programme de société, il était encore candidat, le diagnostic qu'il a fait sur l'état des forces armées. Ce diagnostic se résumait en 3 points. Lesquels? Insécurité grandissante dans les villes et les campagnes, manque d'infrastructures, d'équipements et de formation, politisation à outrance et mauvaise utilisation des ressources humaines. Tel était le diagnostic. Je voudrais enchaîner pour dire qu'il y a un précepte des stratèges qui dit une armée ne doit son salut qu'à la qualité des hommes qui l'animent et à son niveau d'équipement. Quel constat avons-nous fait? Je peux d'abord dire d'entrée de jeu que ce constat corrobore le diagnostic du candidat devenu président. Oui. S'agissant des ressources humaines, on notait une démotivation quasi totale. Une démotivation, pourquoi? Une démotivation parce que les militaires en général, depuis le soldat jusqu'à l'officier supérieur, ont accumulé des frustrations. Je m'en vais donner quelques exemples. Et les tests disent que l'avancement est basé sur le mérite et après le mérite, le choix. Et qu'est-ce que nous avons constaté pendant tout ce temps-là? C'est que le choix a pris le pas sur le mérite. Et le résultat, vous êtes anciens retraités chez eux comme si c'était des agents de l'administration publique. Vous venez le matin, vous rentrez le soir. Or, ce qui est recherché chez le militaire, c'est la cohésion. Pour avoir cette cohésion-là, il faut le vivre ensemble. Ceux qui n'avaient pas. Du fait que les casernes étaient d'abord insuffisants, mal entretenues, confinement. Deuxième chose que nous avons remarqué, de façon particulière, vous allez au 3e BIA, à Ouida, problème de dortoir, problème d'hôpital de garnison. Vous allez au 5e BIA, vous avez problème d'électricité, problème d'eau potable, problème de dortoir, en sorte que la vie est impossible. Au niveau des forces navales, inexistence de patrouilleurs de route, mais non, même si, pas si vision, vous voyez des bateaux en pêche illicite, vous ne pouvez pas les interpeller. Vous voyez des pirates, ils démarrent, vous ne pouvez pas les rattraper. Les quelques patrouilleurs que nous avons, du fait du manque d'entretien, étaient pratiquement inopérants. J'en viens aux forces aériennes. Les forces aériennes n'étaient vraiment forces aériennes que de nom, en flagrante contradiction avec leur devise qui se dit s'élever pour faire face. Ils ne peuvent pas se lever, il n'y a aucun vecteur aérien. Et pour les plus jeunes, la pépinière, le lycée militaire des jeunes filles, qui a vocation de prendre la crème féminine de demain. Donc, c'est des adolescentes. Ce lycée-là n'était pas clôturé. Alors qu'on sait qu'il faut une bonne surveillance sur les adolescents. Absolument. Vous allez là-bas, ils n'ont pas le service de santé
était dérisoire, dans un état piteux. Les toilettes, on n'en parle pas. Plus tard, militaire de Bemberger, problème d'eau. Le seul dortoir qu'ils avaient, était un dortoir R+2. Le deuxième étage et le premier n'étaient pas opérationnels. Fonctionnels. Donc l'ensemble des élèves s'agglutinaient au rez. Également, le bâtiment n'était pas clôturé. Si je dois me résumer, je vais dire que nous avons hérité d'une armée qui était à peine opérationnelle. Parce que le diagnostic donnait le taux de 17% de disponibilité opérationnelle, tout corps confondu, à l'armée béninoise. 17%. 17%. Or, les principes disent, pour qu'une armée soit opérationnelle sans restriction, il faut que son taux de disponibilité opérationnelle oscille entre 90 et 100%. Entre 75 et 90%, on dit que l'armée est pleinement opérationnelle. Entre 50% et 60%, on dit que l'armée est pratiquement opérationnelle. En dessous de 50%, l'armée est inexistante. N'est pas opérationnelle. Voilà l'état des lieux que nous avons retrouvé en octobre 2016. Ça voudra dire, avec ce tableau que vous venez de peindre, il y avait beaucoup de problèmes au sein de notre armée, que ce soit au niveau de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou encore de la marine. Vous avez engagé donc des réformes après avoir fait tout ce travail de recherche. Finalement, en 2016, lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir et a formé son gouvernement, quelle était alors la vision? Est-ce que cette vision a tenu pendant les 4 ans jusqu'à aujourd'hui? La vision était en 3 points également aussi. Le premier point, c'est privilégier les missions de sécurité intérieure dans les villes, dans les campagnes. Ceci suppose une bonne formation et des infrastructures pour un mieux-être des militaires. Deuxièmement, il faut améliorer le cadre de vie, c'est ça que je dis. Et troisièmement, il faut mettre en œuvre un déploiement efficace et efficient sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est ce que nous appelons en matière militaire le maillage du territoire. C'était sa vision. Et cette vision-là a été renforcée par le programme d'action du gouvernement, notamment au pilier 1, la stratégie 2 et la 5e action. Donc en fait, je dirais, c'est la vision que le président de la République a imprimée à son gouvernement. Mais est-ce que à l'opérationnel, vous n'avez pas eu des vues? Comment ça s'est passé? On s'est mis tout doucement à la tâche. On a commencé par régler les problèmes. Parce que vous avez cité 3 points essentiels en 2016, l'insécurité grandissante, les infrastructures qui n'existaient pas et la politisation à outrance en réalité de l'armée. Mais face à ces 3 difficultés, et vu la vision que vous venez de rappeler, comment avez-vous pu réussir à mettre tout cela ensemble pour évoluer, monsieur le ministre? Gouvernement a procédé à beaucoup de réformes. D'abord, le résultat, vous-même, vous savez combien de braquages nous avons encore sur nos routes. Okay. Les tracasseries policières, est-ce que vous les rencontrez encore? Même si quelque part, de temps en temps, on nous signale. Les tracasseries policières ont disparu, alors que la sécurité sur le corridor s'est accrue. Deuxièmement, quand vous voyez un militaire passer, vous ne voyez pas son habillement. Maintenant, il est bien habillé, il a une bonne posture. Est-ce que ça voudra signifier que ces conditions de vie ont changé? Absolument. Mais pour l'heure, les infrastructures, où en sommes-nous? Il y en a suffisamment, le matériel roulant? Au niveau de l'armée de terre, la plus grande réalisation, le projet phare du gouvernement dans le domaine de la défense, c'est la réalisation de la caserne d'Alada. Quand cette caserne sera opérationnelle, aucune caserne dans la sous-région n'est légale. C'est déjà le triomphalisme. Non, ce n'est pas le triomphalisme. Vous avez à l'intérieur de cette caserne des simulateurs de tir qui vous permettent de dire, avec votre arme réelle, je vais atteindre un impact à 200 mètres. C'est réglé sur 200 mètres. Je vais atteindre un impact, une cible à 400 mètres. C'est réglé sur 400 mètres. Et on voit votre adresse. Vous vous entraînez, vous améliorez, vous réglez votre arme. La capacité de cette caserne, à terme, sera de 8 bataillons, soit 6 000 hommes. Dans la première phase, c'est 4 bataillons qui seront installés en octobre 2020 ou mars 2021. Donc c'est le projet phare. En plus de ce projet phare,
nous avons environ 50 infrastructures, je vais en citer pêle-mêle, qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation ou en cours de finition. La première priorité pour nous était de doter toutes les garnisons de blocs sanitaires. Nous avons installé des blocs sanitaires partout, à Ouida, à Natitengou et à la base navale de Grand Popo. Deuxième chose, c'est les dortoirs. Des dortoirs ont été installés à Sibana. Des dortoirs ont été installés à Ouida, donc au 3e BIA. Et des dortoirs sont en cours d'achèvement actuellement. Il y a un pan de l'armée qui a été souvent négligé, c'est l'action de l'État en mer. Donc nous avons rendu la préfecture maritime fonctionnelle. On s'est aperçu que les installations, les locaux qui doivent les abriter étaient dérisoires. Donc nous avons réhabilité et réfectionné, modernisé le siège de la préfecture maritime. Le lycée militaire des jeunes filles, qui n'était pas clôturé, a été clôturé avec des portails. Nous avons installé également des sanitaires autonomes, donc l'énergie est solaire, et l'eau qu'on utilise est l'eau de forage. Et puis ce qui est plus fondamental, c'est la capacité opérationnelle que nous avons. Avant, 3 ou 4 soldats se partageaient une arme. Pour être efficace, le soldat a besoin de son arme en permanence. Non, de régler son arme. Plus vous utilisez l'arme, l'usure de l'arme s'accommode avec votre anatomie. Donc ça devient une arme personnelle. Si 4 militaires ont utilisé la même arme, vous voyez que ce n'est pas vous personnel. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons atteint le ratio un soldat, une arme. Vous pouvez voir des images, le parc automobile était pratiquement inexistant. Justement, vous demandez à ce qu'on regarde des images. Il y a notre collègue Ghislain Boguet qui a fait le tour de ces différents sites et il nous a ramené certaines images. Je vous propose, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, de regarder ce reportage et puis on revient juste après. Nous avons retrouvé notre fierté de soldats. Ils ont retrouvé de la fierté, les soldats de l'armée béninoise. En 4 ans, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'autorité politique pour faire de la Grande Muette des troupes opérationnelles dans une armée professionnelle et républicaine. En 4 ans, le gouvernement a réalisé de très grandes choses pour l'armée. Le président de la République a voulu moderniser notre armée dans tous les domaines. Dans les domaines des infrastructures, des moyens de mobilité et du matériel multitechnique, tous les bataillons sont impactés. L'armée de terre a eu la chance de voir le camp d'Alada qui a commencé à sortir de terre et qui va être en mesure d'accueillir 4 bataillons à court terme et 8 bataillons à moyen terme. C'est-à-dire que c'est un camp moderne qui a aujourd'hui les normes requises pour que les personnels soient à leur aise et puissent s'entraîner normalement. Donc c'est un joyau que nous avons là. En 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la marine. Sur le plan personnel, les marins ont été dotés de tenues. Sur le plan des infrastructures, on a reçu des bâtiments sur nos sites dans le nord à Madekali. Nous avons reçu quelques camions pour accroître notre mobilité. Nous avons reçu des matériels de transmission, des équipements de protection individuelle. Dans le domaine nautique, nous avons eu quelques moteurs et il y a un projet d'acquisition de matériel, de patrouilleurs de haute mer et d'embarcation au profit de la marine. Le projet est très avancé. Le gouvernement du président Talon s'est efforcé à améliorer les conditions de vie et de travail des marins que nous sommes. Les forces aériennes ont connu des améliorations sur le volet conditions de travail et le volet capacité aérienne. Il y a aussi eu des améliorations sur le plan des effets d'habillement. Et donc aujourd'hui, on peut dire que l'aviateur a vu ses conditions de travail améliorées. Le gouvernement a pris l'orientation de faire travailler les forces aériennes en partenariat avec le privé pour que nous puissions bénéficier
de l'expérience des compagnies aériennes. Et dans ce cadre, des moyens ont été consentis pour mettre le personnel navigant à jour afin qu'il puisse être utilisé aussi bien sur le plan militaire que civil. À cela s'ajoute l'acquisition d'un aéronef de transport, un moderne ARC 600, prêt à être livré. Au sol, dans les bataillons, les efforts sont colossaux et unanimement salués. Il y a quand même un certain nombre de réalisations qu'il va falloir remarquer et saluer. Des réalisations entrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de mes personnels. Il y a également des infrastructures de travail, extension de certains bureaux, certaines facilités, certaines commodités qui ont été offertes au personnel qui aujourd'hui permettent de travailler un peu plus à l'aise. Je voudrais prendre pour exemple la réalisation d'un dortoir troupe par exemple, avec une capacité d'environ 400 personnes que je peux héberger aujourd'hui de façon effective. C'était un casse-tête pour moi d'héberger à l'intérieur de la caserne mes personnels. Le 3e bataillon interarmes, le 2e groupement blindé, l'école et le centre de déminage qui est là aujourd'hui, les déplacements de nos personnels sont un peu plus aisés. Aujourd'hui, je suis plus ou moins autonome. Une section au moins peut être déplacée de façon autonome. Le camp militaire de Abomey-Calavi a été entièrement clôturé, éclairé et en ce moment même, les travaux de badigeonnage sont en cours. Le slogan « Un soldat, une arme » est devenu une réalité. Et en plus de l'armement individuel, mes hommes ont reçu des casques et des gilets pare-balles de dernière génération pour leur protection individuelle. Il y a également la construction de parcours d'obstacles pour l'aguerrissement du personnel. Une belle place d'armes pour les honneurs militaires. L'attribution d'un groupe électrogène de grande capacité et 3 véhicules de transport de troupes flambant neuf pour la projection rapide des troupes. La réalisation d'infrastructures sanitaires complète la liste. À Cana, le centre de formation aux opérations de maintien de la paix fait à grande vitesse sa montée en puissance. Au Prytanée militaire de Bembereke, les toitures des salles de classe sont refaites et les dortoirs réfectionnés. Le lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou est à présent entièrement clôturé. De nouvelles infrastructures sanitaires n'attendent que leur réception. Des bâtiments sont érigés pour abriter des chambres froides nécessaires à la restauration. À Djougou, la caserne a bénéficié d'une guérite, dispositif important pour la sécurisation du bataillon. En termes de matériel de mobilité et de matériel multitechnique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, le taux de réalisation des matériels au niveau d'équipement, c'est-à-dire ce que les unités ont par rapport à ce qui est prévu au tableau de dotation en matériel, était de 17%. De 2016 à 2019, le gouvernement actuel a porté ce taux à 51,10% grâce à un plan triennal d'équipement qui a permis de réaliser assez de matériel automobile, dont 30 blindés, des matériels de manutention et du génie, des matériels de transport de troupes qui ont permis aux unités de remplir les différentes missions qui leur sont assignées, notamment leurs appuis aux forces de sécurité publique, conformément à la nouvelle politique de sécurité intérieure et sur réquisition des autorités compétentes. Tandis qu'au niveau de l'armement, il a été porté complètement à 96%. Et aujourd'hui, nous avons pu réaliser le ratio un soldat, un fusil d'assaut. Chaque soldat qui est de garde ou de servitude peut se rendre au magasin d'armes pour percevoir son arme individuelle, dont il a procédé au réglage au cours d'une séance de tir. Et quelle que soit la mission dans laquelle il est impliqué, c'est la même arme qu'il utilise pour travailler. Les hommes et femmes de l'armée béninoise souhaitent que les efforts d'équipement et de maintenance soient continuels. Un effort reste à faire dans la plupart des unités pour mettre en place ces infrastructures adéquates à la maintenance des matériels. Je crois savoir que le gouvernement est résolument engagé à apporter sa contribution aux forces de défense et de sécurité dans le domaine de leur équipement. Chaque année, il y a un effort qui est fait. Cet effort doit être salué. Une armée résolument engagée dans la voie de la modernité et de l'efficacité. Une armée qui fait la bascule par son entraînement et son équipement pour faire face aux nouvelles formes de menaces, selon l'orientation imprimée par son chef suprême. Retour donc en plateau, monsieur le ministre, c'est visiblement une montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Absolument. Comme vous avez vu dans le reportage, pas moins de 100 matériels roulants ont été acquis.
50 véhicules de type Kia, avec une capacité d'emport de 12 personnes. Des véhicules Kia 250, avec une capacité d'apport de 24 à 30. Vous les avez vus sur les images. Absolument. Une trentaine de véhicules blindés. Et puis vous avez également des véhicules pour le génie militaire. Vous savez, le génie militaire, c'est notre maillon qui sert de liaison entre l'armée et la nation. Des groupes électrogènes, 30 ont été acquis. Donc chaque bataillon est doté de groupes électrogènes. Des dizaines de remorques, camions-citernes à eau, camions-citernes à essence, à carburant. Nous avons deux cuisines roulantes qui permettent d'accompagner les soldats dans leur mission afin de leur servir des repas chauds à tout moment pour qu'ils ne s'infectent pas et ne commencent pas à faire des maladies gastro-entériques. Également, nous avons dit que les forces aériennes n'étaient aériennes que de nom. Un avion de type MA600, Macarik 600, modèle Macarik 600, d'un emport de 54 places pour le transport des troupes, avec une autonomie de vol qui lui permet d'aller dans toutes les capitales de la sous-région. Et c'est fonctionnel, monsieur le ministre? C'est un appareil flambant neuf. On devait le réceptionner le 22 février. On a fait déjà la réception provisoire et l'avion devait être convoyé pour venir à Cotonou. Donc pour l'heure, ce n'est pas encore. L'envoi de la délégation qui doit l'accompagner pour le ramener était prévu pour le 17 février. Malheureusement. La pandémie du coronavirus s'est vissée à ce moment-là. Je ne pouvais pas me permettre de prendre le risque d'envoyer 22 personnels militaires se faire contaminer par le coronavirus. Ce serait la défense qui aurait amené le corona dans le pays. Donc pour l'heure, c'est acquis, mais on attend que cela vienne. On attend que la pandémie se calme, soit jugulée, et nous allons réceptionner notre avion. Ce joyau flambant neuf. Au niveau de la marine, le projet est largement avancé, le marché est conclu. Nous avons un projet d'acquisition, un patrouilleur de haute mer, et pas moins d'une cinquantaine de vedettes rapides. Normalement, avec ces équipements et le contrôle de notre espace maritime exclusif et de notre zone économique, nous ne pourrons plus avoir de problèmes de pêche illicite, de dégazage et de pollution de nos eaux et de piraterie. Parce que nous avons des vedettes rapides pour intercepter les pirates. Nous avons des patrouilleurs de route mais qui peuvent siéger 20 jours, 30 jours en mer avant de revenir à la base. C'est à la volée, il y en a tellement. Monsieur le ministre, et nous avons constaté alors, à travers tout ce que nous venons de voir et tout ce que nous venons d'entendre, que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous avez mis les moyens qu'il faut pour réfectionner les infrastructures, en construire d'autres. Mais jusque-là, à part le fait que, bon, vous êtes passé à un ratio, un soldat, une arme, la formation du personnel militaire et autres, on n'en a pas parlé. Beaucoup de choses ont été faites au niveau de la formation des militaires. Vous avez vu dans le reportage qu'on a commencé par construire des parcours d'obstacles. Il y en avait dans les camps militaires. Non, c'était des obsolètes, ça ne répondait plus aux normes. Nous sommes en train d'installer des nouveaux parcours d'obstacles dans toutes les garnisons. Ceci pour guérir et affermir l'aguerrissement du militaire. Le contrôle d'aptitude, qu'on appelle COVAPI, a été rendu trimestriel. Et c'est la condition pour qu'on vous note. C'est la condition qu'il faut valider pour aller en mission à l'extérieur. Et ça, quand on dit à un militaire aller en mission extérieure, c'est comme si on lui tenait les parties les plus sensibles de son corps. Donc tous les militaires sont aguerris et ils font le COVAPI 4 fois dans une année. Autre chose, les manœuvres se font tous les ans. Les années impaires... Ça se faisait aussi par le passé. Oui, les années impaires, c'est les forces sectorielles et les années paires, c'est l'état-major. Souvent, ce que nous sommes venus voir, le budget prévoit les manœuvres militaires. Mais à terme, les sous n'ont pas été délivés. Donc les manœuvres militaires se faisaient dans des conditions vaille que vaille. C'est ça. Actuellement, l'intégralité du budget affecté aux manœuvres leur est remis au départ. Et moi-même, le chef d'état-major, tout le monde,
s'évertue à contrôler, à assister ces manœuvres militaires. Autre chose, les techniques d'intervention opérationnelle pour un combat rapproché ont été développées. Et quand vous maîtrisez cette technique, vous êtes sûr de vous-même. Vous n'agissez plus au hasard. Vous savez que, quelle que soit l'attaque, vous êtes en mesure de répondre, de réagir efficacement, de désarmer, même à main nue, de désarmer celui qui a des couteaux, une arme blanche, de désarmer même quelqu'un qui a une arme à feu. Nous avons la montée en puissance du service de santé des armées. Cette montée en puissance suppose qu'il faut envoyer des médecins généralistes se spécialiser. Le programme est fait. Tous les 3 ans, nous envoyons, depuis l'année dernière, 3 l'année dernière, 3 cette année, sur des spécialités qui ont été identifiées, nécessaires au système de santé des armées. C'est un concours au mérite. On n'envoie pas celui qu'on veut, celui qu'on aime en formation. Les 3 premiers, on vous dit, voilà les spécialités qui sont ouvertes cette année. S'il y en a qui ne vous plaisent pas, vous désistez, le 4e plan. On conserve votre admissibilité pour l'année prochaine si la spécialité que vous souhaitez faire est au programme de l'année prochaine. Alors, Monsieur le ministre, à vous suivre et à revoir tout ce point qui a été fait, on a tendance à croire que tout est parfait, que tout est bien, que vous avez réussi et donc on peut triompher. Non. Une armée, c'est beaucoup de choses. On s'active progressivement à rendre l'armée une armée moderne et efficace. Une armée moderne et efficace, mais une question prépondérante, c'est bien évidemment le moral de la troupe. Comment est-ce que les hommes en armes se sentent aujourd'hui? Je crois que l'élément que vous avez passé le montre très bien. Les facteurs du moral de la troupe sont les suivants. 1. La posture du militaire. Si je sors bien habillé, avec une paire de rangers neuves, non trouées, ça c'est la première chose. Je sais que j'ai une arme individuelle qui est réglée à ma taille. Ça me permet. Je sais qu'en mission, j'ai des équipements de protection. Ça vous galvanise. Je sais également que si d'aventure quelque chose m'arrivait, je suis pris en charge intégralement par le système. Et les tests sont sortis. Que ma famille est prise en charge. Donc je me donne à la tâche. C'est ça qui fait le moral de la troupe. Toutes les injustices qu'on avait constatées ont été aplanies. C'est le mérite qui a pris le pas sur le choix maintenant. Mais vous semblez oublier, Monsieur le ministre, je dirais le côté financier. Est-ce qu'ils sont très bien payés? Parce qu'il ne suffit pas de porter de belles rangers. Il n'y a pas eu de programme d'abattement de salaire sur les militaires que je chasse. Au contraire, à notre arrivée, nous veillons scrupuleusement à ce que tous les avantages leur soient libérés dans le compte. Avant, il y avait la possibilité qu'on le remet main à main, et puis vous savez ce qui peut se passer. Le système aller-retour. Bon, voilà. Quand vous vous entendez développer, c'est comme si, bon, nous avons une armée performante, prête à répondre à tout. Est-ce que cette armée, notre armée, l'armée béninoise, pourra faire face donc aux menaces terroristes que nous avons désormais dans plusieurs autres pays et même dans la sous-région? Il y a des secrets qu'on ne peut pas dévoiler sur le plateau de votre monde, mais nous savons qu'actuellement le Bénin est suffisamment préparé pour répondre à une attaque, d'où qu'elle vienne. Nous avons pas mal de personnel stationné dans le parc Pendjari, dans le parc W, et qui sont là, dans la nature, ils sont habitués à s'aguerrir, à se conformer aux règles de vie dans une jungle. Donc là, nous avons foi que notre armée peut répondre efficacement et valablement devant une attaque, d'où qu'elle vienne. Alors, à côté de ça, Monsieur le ministre de la Défense, quelles sont les autres réformes que vous avez engagées dans le secteur que vous dirigez, notamment les réformes structurelles? Nous avons 2 types de réformes. Nous avons les réformes institutionnelles, nous avons les réformes sectorielles. Les réformes institutionnelles sont les grandes réformes que sont la création de la police républicaine. C'est une fusion que j'appelle, que je caractérise de synergique. C'est-à-dire
ce n'est pas une addition, ce n'est pas gendarme plus policier égale police républicaine. L'ex-police nationale va apprendre de leurs collègues gendarmes l'aguerrissement militaire, la formation militaire qu'eux ont, l'endurance. Par contre, les anciens gendarmes vont apprendre de leurs collègues anciens policiers l'expertise administrative et judiciaire. Donc, chaque élément de la police républicaine est une fusion en lui-même de la gendarmerie, des atouts de la gendarmerie et des atouts de la police. C'est ce que j'appelle une fusion synergique. Lorsque vous faites un état des lieux, quelques années après la mise en œuvre de cette réforme, de cette synergie d'action entre les deux forces devenues désormais une force unique, est-ce que les réalisations, les actions de terrain nous font dire que vous avez réussi alors cette réforme? Pleinement. J'avais dit tout à l'heure qu'on peut compter le nombre de cas de braquage sur les voies. Je crois que le Bénin, au niveau de la CEDEAO, a été décoré pour être le premier pays où la sécurité sur le corridor et la facilité de trafic sur le corridor existent. Les transporteurs nigériens, les transporteurs burkinabés préfèrent passer par l'As, Béné, Porga ou l'As, Béné, Malanville. Du fait de la sécurité qui existe et de l'absence de tracasserie. Du coup, c'est notre port qui est plus valorisé en fréquentation. On s'interroge aussi sur la cohésion entre les deux forces. Moi, je n'ai pas encore eu... Parce qu'il y a beaucoup de plaintes, on dit que bon, les deux ne s'entendent pas bien souvent, il y a des problèmes... Ça, c'est des rumeurs. Pas forcément des rumeurs, même quand vous les écoutez, monsieur le ministre, le problème se pose. Je regrette. Les réseaux sociaux véhiculent des choses qui ne sont pas vraies. Et nous avons connu une alternance au niveau de la tête de la police républicaine. C'était un policier au départ. Qui est parti. Actuellement, c'est un gendarme. À notre niveau, au niveau du gouvernement, je travaille en pair, en binôme avec le ministre de l'Intérieur. L'homme ne sera jamais satisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Ça, on ne peut pas régler tous les petits problèmes d'individu par individu. On règle les problèmes généraux. Les problèmes généraux, il y a la question des avancements, la question de l'équivalence des grades et autres. Est-ce que c'est déjà réglé tout ça? C'est en cours. Et une révision de leur statut est actuellement introduit à l'Assemblée. Nous pensons que si tout va bien, ce texte sera voté. Alors, à côté de cette réforme majeure... La deuxième réforme majeure, c'est le nouveau statut de l'armée, qui consacre la naissance d'une quatrième force. Laquelle? La garde nationale. La garde nationale, c'est la quatrième composante, mais elle a en son sein toutes les autres composantes. Il y a la composante terre, la composante des commandos, la composante navale et la composante aérienne. Et quelles seront les attributions de cette garde nationale? Cette garde n'intervient qu'en cas d'urgence pour rétablir l'ordre, dans l'ordre des catastrophes naturelles, inondations par ici, éboulement de l'autre côté. La garde nationale est là pour régler les problèmes. L'exemple existe, la garde nationale de Dakota. Vous avez assez de personnel pour ça, monsieur le ministre? Le recrutement que nous sommes en train de faire et qui est pratiquement achevé est essentiellement pour nourrir la garde nationale. En dehors de ceux qui s'avéreront inefficaces pour ce type d'entraînement, d'aguerrissement, parce que ce n'est pas des militaires ordinaires qu'on veut former à la garde nationale. Je dirais des commandos. Donc ceux qui, parmi ces 500-là, vont se révéler qu'ils n'ont pas la capacité, ils ne seront pas nombreux, iront dans les autres composantes. Donc la majorité de ces composantes-là va à la garde nationale. Et j'ai foi que les 500 seront aptes. Parce que pour la première fois, et ça c'est une réforme sectorielle, donc je débouche sur les réformes sectorielles, pour la première fois, le recrutement était totalement transparent et basé sur le mérite. Il a été fait vous ne direz pas le en contraire. 3 phases. Non. Vous ne direz pas le contraire. Vous êtes à l'opérationnel, vous ne direz pas le contraire. Monsieur les journalistes, c'est la première fois que la phase sportive a été publique sur des as connus de tout le monde. Il y avait beaucoup de spectateurs. Deuxième chose, nous avons placé une caméra à l'arrivée. Donc, toute contestation, on devait dire, venez voir la caméra. Votre élément, est-ce qu'il y a parmi le nombre retenu? Donc, il y avait une caméra qui empêchait systématiquement toute fraude.
Je peux vous dire que j'ai des neveux qui étaient candidats, qui ont été éliminés systématiquement à l'épreuve sportive. Vous n'avez pu rien faire. J'ai des candidats qui ont passé l'épreuve sportive, mais qui ont échoué à l'écrit. Il y a des candidats, avant même de passer à l'écrit, nous avons vérifié un autre paramètre qui était de cours dans l'armée, c'est-à-dire les faux diplômes, les trafics sur les actes de naissance. Les dossiers de tous les candidats retenus à l'épreuve sportive ont été passés au peigne fin. C'est transparent. D'accord. Et cette phase-là a éliminé 136. A éliminé 136 faux diplômes, trafic de date de naissance. Ils ont été à l'écrit. Ça a été totalement transparent. C'est un logiciel. Jusqu'à 2 secondes, j'avais les résultats, mais je ne savais pas les noms. J'avais des codes barres, tout ça là. Donc j'ai vu les 500. Et c'est à la dernière minute qu'on a enlevé l'anonymat. Donc ça a été transparent. Donc c'est des gens qui voulaient. Ce ne sont pas des gens qui ont été mis dedans. Avant, ce qu'il y avait, c'était 12 départements avec un quota de départements. Mais il y avait un 13e département. C'est le département des autorités, des regradés de l'armée. Ce département, à lui seul, donnait les 2 tiers de l'effectif. Et il n'existe plus, ce département? Non. Comment le département peut exister? Le département n'existe plus. Ah, d'accord. Je vais citer quand même quelques réformes phares. D'accord. La promotion du genre. Le ministère de la Défense a été le 2e ministère à installer sa cellule genre. Et aujourd'hui, vous voyez très bien, comme il n'y avait pas de... Il y a plus de trafic. Au recrutement, nous avons eu 12% de femmes. Comme c'est le mérite, c'est l'écrit. Ça a été transparent, 12% de femmes. Jamais vu. Autre réforme, nous avons sorti le test qui permet de prendre en charge le militaire qui subit des préjudices au cours des missions et leur famille. Nous avons pris également des tests pour créer 19 services sociaux dans toutes les garnisons. Et c'est devenu opérationnel. Soutien psychologique, soutien financier. Vous qui parlez d'argent. Donc, il y a plein de réformes. Et beaucoup de réformes sont dans le pipeline qui vont sortir bientôt. Vous parlez de la priorité, de l'importance qu'on accorde, que le gouvernement accorde notamment aux gens au sein de l'armée. Je le disais, notre reporter a rencontré aussi des femmes. Regardez. Les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Séance d'échange entre les personnels féminins en garnison au 1er bataillon des transmissions sur la place des femmes au sein des forces armées béninoises. À l'extérieur, des éléments en armes sont en exercice. Mettez la sûreté. Sûreté mise. Sûreté mise. Fin de l'instruction. Cet entraînement permet aux soldats de s'accoutumer aux nouvelles dotations dans les forces armées béninoises. Il constitue un piquet qui est une unité d'intervention rapide. Des hommes et des femmes qui sont prêts à intervenir à tout moment. Ce dispositif est désormais en place dans toutes les casernes. Pas possible donc de surprendre les éléments en casernement. Et pour renforcer la capacité opérationnelle des hommes et les aguerrir, de grandes manœuvres sont régulièrement organisées. Les manœuvres sont des exercices à double action. La première, c'est de nous entraîner, mais la deuxième, c'est de nous rapprocher de nos populations, de vivre leur réalité et également de les fréquenter au point où elles vont comprendre que nous sommes des frères et que s'il y a quelque chose de nouveau qui doit être signalé à l'autorité militaire, qu'elle n'hésite pas à le faire. À l'occasion de ces exercices, des soins médicaux gratuits sont offerts aux populations. Les relations armée-nation, c'est aussi les actions de sauvetage du groupement national des sapeurs-pompiers. Les centres de pompiers sont passés aujourd'hui de 14 à 23. Vous avez de nouveaux centres comme Savalo, vous avez de nouveaux centres comme Tanguieta, Kandi. Donc beaucoup de nouveaux centres ont été créés afin que nous puissions mieux assister les populations. C'est vrai que l'armée de terre est la plus grande entité des armées, mais je peux vous dire que nous recevrons une attention particulière de l'autorité politique, notamment du président de la République et du ministre de la Défense. Les relations armée-nation, c'est surtout les actions des hôpitaux d'instruction des armées. Celui de Parakou a bénéficié de matériel de pointe en imagerie. Un scanner de 64 barrettes, un appareil de radio conventionnel numérique et des appareils d'échographie, sans compter le fonctionnement régulier des autres services ou spécialités qui reçoivent plus de patients civils que militaires.
J'ai un problème de dents et ils m'ont envoyé ici. Je suis très contente de voir comment ils m'ont reçu. Ça s'est bien passé. Au niveau de la marine, les efforts d'entraînement sont aussi continuels. En dehors des exercices multinationaux, comme le Grand Nemo, des manœuvres sont conduites de façon autonome. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce domaine également, à travers surtout l'entraînement. Vous savez, nous avons conduit en 2017 un exercice naval dénommé Kondo 2017, et où pour la première fois la marine a conduit un exercice en toute autonomie. Nous avons pu jouer des scénarios de piraterie, de lutte contre la pêche illicite, de sécurité, incendie et autres. Et nous avons repris le même type d'exercice en fin d'année 2019 pour accroître nos capacités opérationnelles. Nous avons au sein des forces aériennes l'unité des fusiliers commando de l'air. Et ces personnels ont suivi beaucoup de formations et d'entraînement. Au nord du pays, dans le parc de la Pendjari, l'armée de terre a installé une compagnie pour la sécurisation du parc des touristes. 3500 km² à surveiller 24 heures sur 24. Au-delà des patrouilles que nous faisions de façon quotidienne, nous avons un dispositif sécuritaire tout autour du parc et ceci permet à ce que les activités touristiques se passent très bien. Nous sommes en permanence en état d'alerte. On est prêt à tout moment, 5 sur 5. Nous menons des missions de patrouille le long de la frontière, surtout au niveau du fleuve Pendjari, parce qu'actuellement les activités de pêche sévissent au niveau du fleuve. Et ces pêcheurs, on essaie de les dégager de là. Pas plus tard, avant-hier, nous avons pu détruire 3 pirogues, des filets au moins sur 2 km. Dans le parc, la collaboration avec African Park Network est excellente. Les missions se multipliant et les menaces devenant changeantes, l'autorité politique a décidé de renforcer les armées en personnel. Nous avons souffert à une certaine période de manque d'effectifs, parce que les missions sont de plus en plus nombreuses. Le 3e BIA, par exemple, intervient sur 3 départements, Mono, Koufo, une bonne partie de l'Atlantique. Il est difficile de participer aussi bien aux tâches de développement public qui nous sont confiées et puis en même temps nos missions opérationnelles classiques. L'annonce du recrutement et la réalisation du recrutement militaire, c'est un boom. Aujourd'hui, tout le monde est en extase parce qu'on aura une jeune génération qui va venir quand même soulager ceux qui étaient là depuis quelques années. Nous allons juste souhaiter que ce soit continuel, qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin et que le politique pense à continuer ses efforts dans le cadre du recrutement de personnel militaire pour nous permettre de remplir complètement les missions qu'il nous assigne. Ces armées qui se renforcent progressivement sont en train de passer sous un nouveau statut. Les tests sont déjà à l'étude au niveau des structures chargées de vérifier leur conformité vis-à-vis de la loi fondamentale du pays. Le reportage de Ghislain Poguet, comme pour dire, Monsieur le ministre, que les forces armées sont réellement en mutation. Je voudrais demander votre indulgence pour revenir sur 2 réformes sectorielles qui me tiennent particulièrement à cœur. Les enfants de troupes, avant, mangeaient à l'ordinaire comme des militaires, alors qu'à cet temps d'âge, on a besoin d'une alimentation équilibrée. Sur l'instruction du président de la République, nous avons externalisé l'alimentation des enfants. Ils mangeaient à main nue, il n'y avait même pas de couvert, avec le risque de parasitose à répétition, le risque de maladie diarrhéique. C'était ça. Une dernière, c'est l'instauration d'une prime de sédentarisation pour les professeurs. Comme ces 2 contrées sont très éloignées, les professeurs qualifiés ne veulent pas y séjourner. Et pour les attirer, nous avons institué, sur l'ordre du président de la République, une prime de sédentarisation de tel montant, mais qui est très consistant. Maintenant, c'est des demandes, nous voulons venir dans les lycées militaires. Les perspectives. À terme, nous voulons faire de l'armée béninoise, comme je le disais, une armée moderne, bien équipée, bien formée, prenant une part active au développement de la nation, en instaurant un climat de paix et de sécurité. Vous savez tous que sans paix, sans sécurité, les investisseurs ne vont pas venir. De façon plus spécifique, les actions qui sont en cours maintenant, vous avez vu le commandant du 3e BIA dire son bataillon couvre 3 départements. Le 4e BIA, qui doit être dans le Mono Koufo,
sera activé. Continuer le maillage militaire sur tout l'étendue du territoire. À Kilibo, c'est-à-dire entre Dassa et Parakou, il n'y a pas de garnison. Donc nous projetons installer une garnison dans les environs de Kilibo. Nous avons déjà l'espace dédié. Nous allons doter les forces aériennes d'un avion. Il y a un patrouilleur qui est en cours. Nous allons moderniser la formation. Maintenant, militaires, policiers, douaniers et eaux et forêts subiront leur formation ensemble. Les 3 mois de formation, ça va être dur, de base, parce que sera la même. Et ce n'est qu'à l'issue de ces 3 mois-là que chacun ira dans sa spécialité. Si vous généralisez une formation militaire pour tous les corps, ça va être difficile. Mais il faut les aguerrir. Parce que nulle part au Bénin où se trouve une force de l'ordre, une force de sécurité ou de défense, on doit être surpris. C'est ça le credo. Si le président de la République avait les moyens de mettre à la disposition de chaque ménage un soldat, il l'aurait fait. Un soldat bien entraîné, bien fait, il l'aurait fait. Mais c'est quand même beaucoup de défis. Monsieur le ministre, vous pensez faire tout ça avant avril 2021? Nous ferons le maximum avant avril 2021. Votre message à l'endroit de vos compatriotes qui vous ont suivi jusque-là? Je voudrais me confier à la population pour leur dire que leur armée n'est pas un instrument de répression sur eux. C'est faux. L'armée est le protecteur de la nation. De voir en chaque militaire un protecteur. C'est pourquoi la relation armée-nation, dans toutes les composantes, nous essayons de développer. Au cours des actions médicales gratuites, et le génie qui est partout. Actuellement, le génie est sur le site de coronavirus à Bomé-Calavi. Donc, c'est des relations armée-nation. Nous avons également un partenariat avec Tassi Bénin et Forces aériennes. D'abord, ça permet à nos pilotes de s'entraîner, d'être toujours opérationnels sur des appareils. Donc, l'armée, somme toute, est le garant, avec sa force sœur, qui est la police républicaine, est le garant de la sécurité des paisibles béninois. Et également le garant du développement de ce pays. Nous allons protéger ce pays. Jamais le chaos ne s'installera dans la République du Bénin. Je vous remercie. Parole de Fortuné Alain Nouati, comme pour dire que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Monsieur le ministre, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Beaucoup de choses sont faites, donc Christian Adandejan, les résultats sont visibles, c'est le temps des moissons et le secteur de la défense nationale a fait énormément de progrès. C'était un plaisir d'être resté en votre compagnie. Merci, à très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. C'est le temps des moissons. On était avec le ministre Fortuné Alain Nouati. Bonsoir chez vous.